Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Con 20 mois qui s'intéresse à l'actualité sous-régionale en attendant les enjeux politiques qui reviendront au cours de cette semaine sur cette information capitale, le verdict du procès Thomas Sankara. L'histoire retiendra définitivement ce mercredi 6 avril 2022, après 35 ans. L'ancien président burkinabé est fixé et ses co-accusés sont fixés sur leur sort. Ils sont accusés par contumace dans cette grosse affaire qui a vu la mort de Thomas Sankara et 12 de ses collaborateurs. L'information, je le disais à l'entame de cette émission, remonte au 15 octobre 1987. Comment tout ceci a été compilé, comment tout ceci a été possible, on se permettra un bref devoir de mémoire, mais avant, intéressons-nous au verdict, à ce verdict et aux grands enseignements qu'on pourra tirer justement de ce verdict. L'exercice sera fait ce beau matin par vous, Olivier Michel Descampos. C'est inutile de vous présenter, hein. Vous êtes analyste politique et président de Imdit Bénin. Bienvenue. Merci. Alors, vous l'avez suivi comme nombre de Béninois et d'internautes. C'est désormais chose faite. On connaît le procès, on connaît le sort de Blaise Compaoré actuellement en exil en Côte d'Ivoire et ses co-accusés. C'est la perpétuité pour Blaise Compaoré. Quelle lecture faites-vous de ce verdict? Alors, déjà, il faut remarquer l'ampleur des peines qui ont été prononcées, parce qu'il faudrait quand même le rappeler que les peines prononcées par le juge sont supérieures, sinon largement supérieures aux réquisitions du parquet militaire qui était vraiment de 30 ans, en l'occurrence 30 ans pour l'ancien président Blaise Compaoré et Yacine Kafando, et de 20 ans pour le général Diendéré. Donc on va de 30 à 20 ans à la perpétuité. Donc c'est de voir quand même le grand écart qu'il y a entre ce que le parquet a proposé et le verdict final. Le verdict final. Alors ce qu'il faudrait quand même observer, c'est que ce procès vient tourner définitivement, en tout cas c'est ce que les Burkinabés espèrent, une page de l'histoire de ce pays-là, une page assez douloureuse. Mais il a fallu attendre. Il a fallu attendre, comme l'avait déjà annoncé, 35 ans. Et peut-être qu'on en viendra dans la raison qui justifie ce long délai, cette longue attente pour enfin, peut-être, je ne dirais pas la vérité, mais au moins pour arriver à un semblant de justice, si on peut l'appeler ainsi. Ah oui. Olivier Michel Descampos, on en est arrivé. On va pas qualifier le type de justice ou le verdict en lui-même, mais pourquoi avoir attendu 35 ans avant d'aboutir, avant de donner corps à ce verdict? Alors, c'était si difficile? Apparemment, ça a été assez compliqué. La mise en place du puzzle a été aussi délicat ou quels sont les facteurs qui peuvent justifier ce nombre d'années? Alors, l'un des facteurs majeurs, comme vous pouvez vous en douter, c'est le principal accusé lui-même qui, pendant 27 ans, était le président de la République. Donc, vous imaginez bien qu'en étant président de la République et en étant le principal mise en cause, en tout cas le principal, celui vers qui tous les soupçons étaient portés, vous voyez quand même... Qui était le numéro 1. Le numéro 1, vous voyez donc assez mal celui-là se mettre la corde au cou, c'est-à-dire prendre des mesures qui pourront peut-être arriver à traîner sa perte. Donc déjà, on peut y voir une des raisons qui ont justifié cette longue attente-là, parce qu'il faut quand même se rappeler que durant le règne de l'ancien président Blaise Compaoré, la question du procès de Thomas Sankara n'était pas un sujet d'actualité, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, et le pouvoir a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher, en tout cas d'une manière ou d'une autre, avec toutes les pressions, toutes les intimidations, tout ce qu'il y a eu comme manœuvre pour quand même retarder le plus possible la survenance de ce procès-là, qui,
faudrait quand même le rappeler, depuis 1997, que la plainte, une plainte a été déposée contre Inks par la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. Et donc, il faut compter quand même depuis cette époque-là jusqu'à présent. Et donc, manifestement, le pouvoir à l'époque n'a pas voulu de cette procédure. Et on peut aisément le comprendre. Donc, il a fallu que M. Blaise Compaoré puisse être soit renversé pour qu'on commence à avoir des lueurs d'espoir dans la manifestation de la vérité et peut-être dans la survenance de la justice. Alors, l'autre élément assez important quand même, également à rappeler, c'est que lorsque vous analysez un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que un tel événement puisse se produire, vous verrez quand même que c'est une page de l'histoire. Vous voyez toute la ferveur, tout l'engouement que ce procès-là a suscité, non pas seulement au Burkina Faso, mais de part, en tout cas toute l'Afrique entière, peut-être le monde entier, avait jusqu'au vieux continent. Voilà, avec les yeux rivés sur ce procès-là, parce que c'était le procès de toute une nation, toute une génération attendue pendant tout ce temps-là, de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'on en viendra, on en débattra peut-être dans les minutes à venir, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on reste toujours sur la fin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a une vague idée, puisque les témoignages sont divers et variés, chacun a une version, peut-être parfois qui se corrobore avec d'autres, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé parce que les principaux accusés, les têtes de pont ne sont pas là. Oui, on va le faire, cette courte histoire dans la dernière partie de cet échange. Mais avant, quelle suite pour les 14 co-accusés, pour le principal d'ailleurs, Blaise Compaoré, qui est en exil? Comment se fera, comment se déclinera cette perpétuité? L'extradition sera-t-elle aussi aisée? Alors, c'est une grande question que vous posez, parce que cette question avait déjà été posée au moment même du démarrage de la procédure. Justement, à savoir si il a été même exigé de pouvoir... il y a eu un mandat d'arrêt international. Il y a eu un mandat d'arrêt international contre l'ancien président pour lui demander justement de comparaître et de faire face à la justice de son pays, ce qui n'a pas été le cas. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant de noter, que moi je note quand même, quand je vois, quand j'analyse un peu toute la ferveur autour de ce procès, c'est que dans l'imaginaire burkinabé, il ne s'agit pas que du procès de Thomas Sankara. C'est assez intéressant à observer, mais les Burkinabés sont, d'une certaine mesure, en train de vouloir, peut-être à tort ou à raison... Une réparation? Non, pas forcément une réparation, mais en train de vouloir faire le procès même du régime de Blaise Compaoré. C'est un peu cela qui se trouve en arrière-plan de ce que nous sommes en train d'observer. Oui, c'est vrai, Thomas Sankara a été tué il y a près de 35 ans, mais derrière cela, on a comme le sentiment qu'on veut en découdre, qu'on veut, à travers donc, ce procès-là, faire aussi un peu comme le procès de la gouvernance du régime de M. Blaise Compaoré. Alors, qui est aujourd'hui ivoirien, qui donc depuis son exil en Côte d'Ivoire a donc pris la nationalité ivoirienne, et sachant donc que la Côte d'Ivoire n'a pas pour coutume, en tout cas c'est pas dans ses principes, d'estrader ses nationaux. On se demande bien comment est-ce que cela pourra se faire. Et également encore s'agissant d'un tel personnage, d'une telle figure très proche du président Alassane Dramane Ouattara. Alors on se demande bien comment est-ce que cela va se passer en termes donc d'exécution, comme vous le disiez. Justement, parce que c'est là la grosse question. C'est là la question, la perpétuité a été prononcée, mais est-ce qu'elle est applicable quand on sait donc que le principal concerné ne se trouve pas sur le territoire et qu'il y a très peu de chances que dans le contexte actuel, il puisse être extradé vers son pays pour purger cette peine. Et si, je dirais, l'association, je dirais la famille Sankara, le collège des avocats se saisissent des instances sous-régionales, est-ce que cela pourra, selon vous, Olivier Michel de Campos, impacter quelque peu
Oui, je vois un peu là où vous voulez en venir et c'est assez également intéressant d'analyser cela parce que lorsque vous mettez cela en parallèle avec de nombreuses décisions qui ont été prises justement par les instances internationales judiciaires internationales auxquelles vous faites référence, on a vu le comportement des États. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines également ou quelques jours, on a vu les États qui sont refusés d'exécuter une décision de justice, en l'occurrence de l'UEMOA face au cas du Mali. Donc, on peut objectivement se dire que cela pourrait ne pas forcément arriver à faire pencher la balance du côté donc, des avocats de la famille ou des partis civils, faire donc une extradition de M. Blaise Compaoré. Quand on analyse un peu le comportement de ces États-là vis-à-vis des décisions de justice, des instances, encore que la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, sont sortis de pas mal d'instances judiciaires. Donc c'est assez compliqué de se dire peut-être qu'une pression internationale, pourquoi pas, à un niveau beaucoup plus élevé, peut-être pourrait amener le président ivoirien à se décider ou à collaborer avec... Voilà, parce qu'il faudrait quand même, peut-être c'est un élément qui pourrait jouer, parce que lorsque les demandes précédentes avaient été formulées, il faut dire qu'on était encore dans la phase préliminaire du procès, on était encore dans les préparatifs, dans une phase. Maintenant, il y a une évolution, il y a un verdict qui a été prononcé, donc ce n'est plus le même contexte. Peut-être que cela peut également jouer et amener les autorités ivoiriennes à se décider à lâcher finalement cet ami ou ce qui deviendra peut-être gênant. Donc, Olivier Michel de Campos, à vous suivre, ce verdict peut ne pas pour autant inquiéter Blaise Compaoré parce que assez sécurisé non seulement par le cadre juridique ivoirien, cette nationalité qui, je dirais, complique tout et le renforce davantage dans sa position d'exilé et de citoyen ivoirien en partie. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des possibilités, comme je disais, que ces différents facteurs que vous avez énumérés déjà, la nationalité qu'il a prise et le fait qu'il ne soit même pas déjà sur le territoire et ses affinités avec le pouvoir ivoirien puissent justifier que cette peine-là soit difficilement applicable et seul peut-être des pressions venues de plus haut, peut-être vous vous souvenez par rapport au cas de Norbert Zongo où la justice française avait autorisé et admis que l'extradition de M. François Compaoré pouvait se faire pour aller répondre donc devant les autorités ivoiriennes. Donc on peut imaginer que ce genre de pression, ce genre de démarche puisse à un moment ou à un autre pousser les autorités ivoiriennes à se décider à laisser tomber, à lâcher M. Blaise Compaoré. Mais vu le contexte actuel, il ne faudrait pas, en tout cas dans les médias, on voit très mal comment cela pourrait se mettre en place. Et au soir d'une série de mandats déjà accomplis, je me demande si de telles pressions pourraient aussi titiller pour autant Alassane Dramane Ouattara, qui n'a plus pour autant rien à perdre dans ce qui concerne la gestion au plus haut niveau du pays en Côte d'Ivoire. Si ce verdict intervenait peut-être il y a 15 ans plus tôt, où je me dirais que ça pourrait l'impacter quelque peu. Par rapport à cela, il est quand même intéressant d'observer la réaction qu'aura la classe politique ivoirienne. Parce que c'est vrai que le président Alassane Ouattara est ami très proche de M. Blaise Compaoré, mais également il faut dire que les relations avec M. Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est rentré déjà dans la situation, a changé depuis là, n'est plus très en phase avec M. Blaise Compaoré depuis donc, les événements qui se sont... Voilà, donc on peut s'imaginer que ce sera récupéré. Alors, lorsqu'il y aura une récupération par la classe politique ivoirienne, peut-être que tout cela peut aider à mettre une pression suffisante sur le pouvoir pour se dire non, vous ne pouvez pas héberger continuellement une personne qui a été condamnée
condamné voilà, pour un crime à perpétuité. Et puisqu'en politique, tout n'est jamais consommé, pour se refaire une nouvelle santé, Ouattara peut aussi étonner. Hein, tout est possible. En livrant son vieil ami. On a vu pire. Quitte à se refaire une bonne couleur et quitte à se hisser au rang des démocrates et des panafricains, à la limite, je ne dirais pas à la trempe de Mandela, mais il peut le faire. Pour étonner plus d'un sur le continent. On n'en est pas encore là. Olivier Michel Descampos, vous n'allez quand même pas partir sans nous rappeler la survenance de ces événements. Oui, 35 ans, oui, l'histoire est là, est bien têtue. Mais comment tout ceci a été possible? Parce que quand on se rappelle que Blaise Compaoré et Thomas Sankara étaient de bons vieux copains, vieux amis, des amis d'âme et formés, ils avaient assez de choses en commun. Comment tout ceci a été possible? Alors, tout ceci, c'est une tragédie, c'est le seul mot que l'on peut, assez fort pour qualifier ce qui s'est passé. C'est une tragédie assez malheureuse pour un pays. Tragédie, vous dites, mais c'est minutieusement, quand on se réfère à l'histoire, ce n'était pas un hasard. Hein. Non, pas forcément, puisque pour ma part, j'estime et je pense que c'est quelque chose qui a été forcément prémédité, qui a été préparé. Quand on interroge l'histoire. Voilà, quand on observe même voilà, tout le contexte même dans lequel cela s'est produit, on peut imaginer que c'est quelque chose qui a été préparé et même commandité, que ce soit, peut-être que j'en viendrai tout à l'heure, que ce soit par des forces intérieures comme extérieures. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui dirigent vers ces principales tendance-là. Alors, c'est l'histoire, comme je disais, d'une tragédie entre deux amis, mais plus que des amis, qui étaient des frères. Des frères. Et quand vous lisez un peu les ouvrages, et quand vous parcourez un peu la littérature, tout ce qui c'est, les reportages, tout ce qui a été dit sur cette affinité-là qu'il y avait entre les deux hommes, l'image qui revient, c'était de dire, c'était comme un membre de la famille, c'est-à-dire M. Blaise Compaoré. Quand on se réfère même au niveau de confiance. Niveau de confiance, exactement, c'est-à-dire il était pratiquement comme un membre de la famille adopté Sankara, de la famille Sankara. C'est-à-dire on disait même on allait même à dire que c'est pas au sein de la famille Sankara, c'était pas Thomas Sankara qui prenait les décisions, mais c'était Blaise Compaoré qui prenait les décisions parce qu'on estimait qu'il était un meilleur fils que Thomas Sankara. Donc c'est pour dire un peu le niveau de confiance, d'adoption que cette famille-là portait pour le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré. Et pour aller même plus loin, on disait, après la survenance des faits, l'une des déclarations que le père de Thomas Sankara avait fait, c'était de dire, j'avais deux fils, l'un est mort, je voudrais que quand même l'autre vienne m'expliquer ce qui s'est passé. Malheureusement, il est mort, hein, les parents sont décédés sans même avoir un droit de réponse, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout cela qui jette un peu le doute sur les intentions réelles et qui pointe donc tous les curseurs vers M. Compaoré, même si ce dernier n'a cessé de se défendre, d'être le commanditaire de ce qui s'est passé. Mais lorsque vous êtes un enquêteur, la première question que l'on se pose en termes d'enquête policière, c'est à qui profite le crime. Lorsque quelque chose survient dans ces conditions-là. Encore qu'on a constaté que ce crime a fini par profiter à quelqu'un. Évidemment, ça profite toujours à quelqu'un. Et pour savoir qui est responsable du crime, il faut souvent chercher à savoir à qui cela a profité et qui est le bénéficiaire principal. Et donc, ça, c'est ce qui s'est fait, c'est les conditions qui liaient ces deux personnalités. Et vous vous rendez compte finalement que les divergences, parce que c'est ce que l'histoire nous fait comprendre aujourd'hui, que ce sont les divergences de point de vue des deux hommes qui auraient, puisqu'on ne sait pas, vu que le principal concerné ne s'exprime pas suffisamment sur la question, il ne s'est pratiquement jamais exprimé sur la question, sauf vraiment de façon vraiment laconique. Donc, de manière très vague. Très vague.
de ce qu'il dit, on pressentit que ce sont les divergences de la gestion du pouvoir qui auraient donc conduit, et il parle même d'un complot qui aurait été fomenté par M. Thomas Sankara contre sa personne, et que ce sont ses fidèles qui auraient donc, en réponse à ce complot qui devait avoir lieu même le même jour, qui aurait donc pris l'avance et les devants pour arrêter donc ce complot. C'est ce qui aurait été donc rapporté justement en 87, quelques jours après les événements. Donc c'est un peu cela. Et on arrive donc à ce jour fatidique là où le 15 octobre, comme vous l'avez dit, un commando débarque au Conseil de l'Entente, où se situait donc le siège du Conseil national révolutionnaire, et exécute de façon assez sommaire, sans aucune sans autre forme de procès, comme on dit, exécute sommairement et froidement le président Thomas Sankara ainsi que ses compagnons d'infortune de ce jour-là. Le comble est que dans cette exécution, les proches ou non de l'ancien président burkinabé n'ont pas su tout nettoyer. Il y a eu des rescapés qui ont commencé à mettre en place maintenant le puzzle qui a fini par aboutir à ce verdict. Mais à l'époque, que ce soit Blaise Compaoré, ses proches ou des militaires inconnus ou commandités ou non, aurait-il agi seul? D'où peut-on se permettre d'y voir une main impérialiste? Très bonne question. Puisque vous savez, dès l'entame de ce procès, la justice burkinabé a fait une option. L'option de s'intéresser uniquement, je vais dire, aux exécutants, à ceux-là qui ont exécuté la tâche, parce que ne pouvons pas forcément aller mettre la main sur les commanditaires, les têtes pensantes, les cerveaux donc, de cette opération-là. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on parle de plusieurs pays qui seraient, je dis bien seraient, c'est à mettre au conditionnel, parce qu'on n'a pas encore les éléments, mais beaucoup de pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Togo, on parle de la Sierra Leone, on parle du Libéria et bien d'autres. La liste est tellement longue, parce qu'elle est longue, évidemment, parce que l'homme en lui-même avait tellement clivé le paysage à l'époque qu'il s'était mis à dos quand même pas mal de chefs d'État africains par son discours et par son caractère révolutionnaire qui tranchait vraiment avec la pensée collective de l'époque. Il parlait de décoloniser les mentalités, de rompre avec... Qui ne perdait aucune occasion pour titiller même le pays colonisateur. Le pays colonisateur et les personnes, les présidents assez proches de ces pays. Donc, vous imaginez un peu le contexte dans lequel tout cela est survenu. Donc, c'est pour ça que beaucoup estiment qu'il y a forcément une main invisible, des pays ou des mains invisibles qui ont participé. Olivier Michel de Campos, merci. On va poursuivre l'exercice tout à l'heure dans l'émission y consacrée bien évidemment les enjeux politiques. On pourra décortiquer davantage d'autres pans de cette histoire, d'autres pans de ce sujet, puisque là-bas on aura 52 minutes, rassurez-vous. Merci, bonne journée Olivier Michel de Campos.